Nous aimons tous les grands récits, les épopées et les belles histoires, mais en voici une impensable que nul n'aurait pu imaginer. Une aventure peuplée de personnages sans scrupules, ayant toutes les audaces, mêlant un des plus grands dignitaires de la cour de France, une intrigante, une femme aux mœurs légères, des escrocs, le roi et la reine de France. Tout ce monde se côtoie dans une des affaires les plus invraisemblables qu'ait connue notre histoire. C'est l'affaire du collier de la reine. Lorsque, 63 ans après l'explosion du scandale, Alexandre Dumas fait paraître le collier de la reine, il crée une fiction romanesque inspirée de faits réels. Avec talent, il leur donne une consistance et une vie qui incarnent magnifiquement cette épopée. Seulement, il introduit de belles licences qui sèment aujourd'hui encore le trouble sur ce prodigieux scandale. Mais quel panache dans le récit! Laissons-lui la parole avec ce moment phare qu'est l'arrestation du cardinal de Rohan le 15 août 1785. « Mais, monsieur, puisque vous êtes innocent, dit la reine avec fureur, aidez-nous donc à trouver les coupables. » Mais le cardinal de Rohan, après avoir lancé un dernier regard, tourna le dos et croisa ses bras. « Monsieur, dit le roi, offensé, vous allez vous rendre à la Bastille. » Le cardinal s'inclina, puis d'un ton assuré. « Ainsi vêtu, dit-il, dans mes habits pontificaux, devant toute la cour. Veuillez y réfléchir, sire, le scandale est immense. Il n'en sera que plus lourd pour la tête sur laquelle il retombera. »« Je le veux ainsi, fit le roi, fort agité. C'est une douleur injuste que vous faites prématurément subir à un prélat, sire, et la torture avant l'accusation, ce n'est pas légal. Il faut qu'il en soit ainsi, répondit le roi en ouvrant la porte de la chambre pour chercher des yeux quelqu'un à qui transmettre son ordre. Monsieur de Breteuil était là, ses yeux, dorénavant, avaient deviné dans l'exaltation, la reine, dans l'agitation du roi, dans l'attitude du cardinal, la ruine d'un ennemi. Le roi n'avait pas achevé de lui parler bas que le garde des sceaux, usurpant les fonctions du capitaine des gardes, cria d'une voix éclatante qui retentit jusqu'au fond des galeries « Arrêtez, monsieur le cardinal !» Monsieur de Rohan tressaillit. Les murmures qu'il entendit sous les voûtes, l'agitation des courtisans, l'arrivée subite des gardes du corps donnaient à cette scène un caractère de sinistre augure. Le cardinal passa devant la reine sans la saluer, ce qui fit bouillir le sang de la fière princesse. Il s'inclina très humblement en passant devant le roi et prit, en passant près de M. de Breteuil, une expression de pitié si habilement nuancée que le baron dut croire qu'il ne s'était pas assez vengé. Un lieutenant des gardes approcha timidement et sembla demander au cardinal lui-même la confirmation de l'ordre qu'il venait d'entendre. « Oui, monsieur, » lui dit M. de Rohan. « Oui, c'est bien moi qui suis arrêté. Essayons à présent, à la lueur des recherches des historiens, de retrouver le véritable fil de cet imbroglio historique. On comprend tout d'abord qu'une certaine confusion puisse régner, car le rôle de tous les personnages se retrouve assez rapidement, assez imbriqué. Tout le monde se connaît, se côtoie, plus ou moins, et chacun va devenir la dupe de l'autre. Les bijoutiers, Baumer et Bassange, avaient réalisé une immense parure de diamants à la fin du règne de Louis XV, pensant que le roi l'achèterait pour Madame du Barry. Seulement, ce ne fut pas le cas, et ils se retrouvent avec une immense parure, endettés jusqu'au cou, c'est au moins cela, et ne savent à qui la remettre, car c'est une fortune, et seule une cour royale peut acheter cet immense collier. Ils sont des fournisseurs de la couronne. Ils sont connus d'ailleurs du cercle royal. Ils ont des clients très fortunés qui viennent régulièrement acheter chez eux des parures, des ensembles de bijoux. D'ailleurs, un mois avant le début de l'affaire du collier de la reine, le 12 juillet 1785, Baumer remet une épaulette et des boucles pour le baptême du duc d'Angoulême, le neveu de Marie-Antoinette, et envoie une lettre pour remercier la reine de l'acquisition de cette parure. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont des fournisseurs
habituelle de la couronne. Déjà bien auparavant, en 1776, Marie-Antoinette avait acheté des boucles d'oreilles pour la somme de 460 000 livres et ensuite des bracelets pour 300 000 livres, des coûts assez prodigieux pour des parures qui certes sont exceptionnelles car avec les joailliers Baumer et Bassange, les diamants sont toujours de la plus belle des eaux, transparents, magnifiques reflets, ils ont un coût forcément exceptionnel. Marie-Antoinette ne pouvant résister à ces acquisitions, mais souvent le roi devant le fait accompli, et c'est malgré lui que Louis XVI, après avoir un peu morigéné la reine, avec plutôt tendresse et amitié, finit par payer le coût des bijoux. Alors le joaillier, avec ses différentes ventes auprès de la reine, rêve enfin de pouvoir vendre son collier, un collier de 2800 carats. 17 grands diamants gros comme des noisettes se retrouvent en majesté autour du tour de cou, 3 festons d'où pendent ces grandes pierres. En dessous, accrochées à l'épaule, 2 rivières qui tombent sur le devant du buste, contrebalancées par 2 autres rivières apportées à l'arrière du vêtement. C'est vraiment une parure inimaginable et le prix l'est tout autant. Les bijoutiers avaient pensé le vendre 1 800 000 livres pour Madame du Barry. Seulement, depuis quelque temps, le collier restant dans les coffres des bijoutiers vont se résoudre progressivement à faire quelques réductions. Mais ils espéraient bien qu'à l'occasion de la naissance de Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la reine aurait fini par succomber et par acheter ce collier. Ils reviendront d'ailleurs à la charge en octobre 1781, au moment de la naissance du dauphin. Seulement, la reine, à chaque fois, refuse d'acheter le collier, prétextant du prix invraisemblable de cette parure. Elle aurait même dit au roi que pour ce même prix, il aurait mieux fait d'acheter de nouveaux navires de guerre. Donc finalement, pourquoi Marie-Antoinette se serait lancée dans une machination pour acheter ce collier alors qu'il lui avait été présenté directement et que le roi aurait très certainement fini par régler l'achat de cette parure? Depuis longtemps, on sait que son goût pour les bijoux est connu dans tout Paris. D'ailleurs, cela n'est pas sans susciter quelques idées à des faussaires déjà bien avant l'époque de cette affaire du collier de la reine et bien avant les acteurs que nous allons rencontrer dans un instant. Déjà en 1777, Madame Caouet de Villers est arrêtée. Elle est arrêtée car elle a commis de nombreuses fausses signatures au nom de la reine. Cette dame avait utilisé sa proximité, son amitié et son amour avec Gabriel de Saint-Charles, intendant des finances de la reine, pour obtenir des billets dans lesquels la signature de la reine était apposée. Et ainsi, fort de cela, elle va monter diverses escroqueries, abusant du nom de la reine, et finira par demander un prêt au fermier général Loiseau Béranger pour la somme de 200 000 livres au nom de la reine. Seulement, le fermier général en parle à Sartine, le policier mène l'enquête et notre Madame Caouet de Villers va se retrouver embastillée. L'année suivante, en 1778, la princesse de Lamballe, une des plus proches amies de la reine, va présenter une jeune dame, Madame Goupil, la femme d'un inspecteur de police, pour qu'elle puisse devenir lectrice de la reine. Avec un mari dans le métier de la police, on imaginait avoir affaire à des gens de confiance. Seulement, Madame Goupil va glaner des informations et progressivement les donner à son mari qui va produire de faux libelles, de faux tracts et des diffamations sur la reine. Mais tout à coup, ce monsieur apparaît comme le sauveur de la reine, puisque c'est lui-même qui venait d'écrire ces fausses nouvelles, qui se présente auprès de la reine et qui propose à la reine de d'acheter ces documents. Il y a donc une
aurait l'habitude d'abuser la reine, et le noir, le lieutenant de police, finira par les arrêter. Vous voyez que déjà depuis de nombreuses années, on profite du nom de la reine, et certainement aussi de son manque de vigilance. Toutefois, dans l'habileté du métier de l'escroquerie, nous allons maintenant rencontrer une experte entre tous qui va mener un jeu incroyable. Cette dame, c'est Jeanne de La Motte. Jeanne de La Motte est née d'un descendant des bâtards du roi Henri II. Son père, baron de Saint-Rémy, est sans le sou, mais on garde dans la famille une certaine morgue et une fierté de descendre des Valois. C'est ainsi que la marquise de Boulainvilliers va prendre en affection cette jeune Jeanne de La Motte Valois, et sa sœur également, ainsi que son jeune frère, va les protéger. Les jeunes filles sont envoyées au couvent pour leur éducation. Elles s'en échapperont très rapidement. Et ensuite, c'est une autre dame charitable, Madame de Surmont, qui va les protéger. Madame de Surmont a un neveu qui ne va pas résister aux attraits de Madame de La Motte. Il est vrai qu'elle a une petite taille, des cheveux bruns, mais des yeux vifs et pétillants, une très belle silhouette, elle est tout à fait séduisante. Et ce neveu, ce monsieur de La Motte, va donc épouser cette demoiselle Valois. Il est gendarme. Il l'épouse promptement, car un mois après le mariage naît leur enfant. Et voici au moins notre jeune infortuné avec un époux et un semblant d'établissement. Seulement, elle trouve que on ne lui porte pas suffisamment d'attention, vu sa naissance, qu'elle n'a pas de protection, pas de pension et pas de privilèges. Alors elle se bat pour obtenir de petites pensions, car pour elle, elle est de la fratrie royale, et elle cherche à accéder au roi. Elle va également être présentée au cardinal de Rohan, qui obtiendra pour son mari une place dans le corps des gardes du comte d'Artois. D'ailleurs, à ce moment, lorsqu'il est enregistré dans les livres du comte d'Artois, on va mentionner par erreur que M. de La Motte devient le comte de La Motte. Évidemment, notre jeune intrigante en profite aussitôt pour clamer partout et se faire ainsi nommer comtesse. Seulement, elle veut plus que faire reconnaître ses droits, et elle décide de venir à Paris pour mener la charge et trouver un établissement. C'est à ce moment que Rétaux de Villette, gendarme et trafiquant à ses heures, devient son soutien, son amant, et il a l'idée d'utiliser cette première rencontre et cette première connexion avec le cardinal de Rohan pour passer au-delà. Ainsi, l'amant de Madame de La Motte choisit de placer sa maîtresse auprès du cardinal de Rohan pour en recevoir des faveurs. Alors ainsi, on va la présenter de façon inattendue, une heureuse surprise. C'est Madame de Boulainvilliers qui va la présenter à Rohan lors d'une promenade à Saverne. Et Rohan, dépourvu de tout principe, notre cardinal de Rohan prête à cette petite aristocrate déclassée une certaine attention, une amitié. Elle est charmante, il s'en méfie, il interroge Cagliostro, notre prélat s'extasie comme le tout Paris sur ses prouesses divinatoires, et elle réussit par ses charmes à mettre Rohan dans sa poche en se mettant dans son esprit œcuménique de Rohan, qui lui permet d'accueillir ainsi une nouvelle maîtresse, alors qu'au même moment, il a comme maîtresse attitrée la comtesse de Ménard, la femme du marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour. C'est donc dans ce jeu d'intrigues amoureuses que petit à petit, les intrigues financières vont commencer à apparaître. Madame de La Motte fait le siège des princes et des ministres à Versailles, mais sans aucun succès. Elle ne parvient pas à attirer leur attention. Alors elle attaque du côté de la famille royale, et elle va, un jour, faisant antichambre dans les appartements de la comtesse de Provence, trouver le moyen de s'évanouir au moment du passage de la princesse. Alors bien sûr,
Et moi, on s'intéresse à elle, on la ranime, elle explique qu'elle vient demander quelques secours à une princesse charitable étant une héritière de la famille des Valois sans aucun sou. Son tableau et son jeu d'actrice apitoie et elle arrive à soutirer quelques petits bienfaits, mais pas encore de charges et encore moins de pension. Mais elle arrive ainsi à être assez régulièrement à Versailles et Rohan va finir par croire qu'il y a une réelle proximité entre Madame de la Motte et la reine. Elle va commencer d'ailleurs à mener une série d'assauts auprès de la reine, une correspondance très légère se met en place, mais suffisante pour faire croire que Marie-Antoinette a quelques intérêts pour elle. Et Marie-Antoinette, évidemment, n'a jamais retenu le nom de Madame de la Motte, mais Madame de la Motte va faire croire que l'amitié s'est installée, que la reine a reconnu le malheur de Madame de la Motte et qu'elles sont devenues amies et confidentes. La reine ne pense absolument pas à tout cela. Pendant toute cette année 1784, elle est très occupée. On aurait pu l'imaginer d'ailleurs assez assombri. Pendant le printemps 1784, le jeune dauphin, son fils est gravement malade. Voilà plusieurs jours qu'il n'urine plus. Ce sont les prémices d'une tuberculose. Non, en réalité, Marie-Antoinette est surtout préoccupée par l'arrivée prochaine et l'installation du grand Suédois, son beau Fersen, et plus rien ne compte. Alors, monsieur et madame de la Motte, dans ce contexte, vont commencer à mettre en place la machination qui va aboutir à l'affaire du collier. Tous deux commencent à imaginer ce scandale, cette affaire, pour s'emparer du collier. La reine servira de prête-nom, elle servira à rassurer le cardinal de Rohan, qui de toute façon ne refuse plus rien à Madame de la Motte. Il est complètement sous le charme et dans ses filets. Il pense, grâce à une correspondante déjà, établir le doute auprès du cardinal de Rohan. On montre des lettres, montre que l'on est en confiance avec la reine, qu'elle s'échange de nombreux mots d'amitié et que Madame de la Motte lui rend quelques services. Le cardinal de Rohan, lui, rêverait d'être plus proche de la reine. Il ne lui a pourtant que très rarement donné quelques mots. Ils se sont toujours ignorés car lorsque Marie-Antoinette arrive en France, la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, a prévenu sa fille qu'elle va y trouver le grand aumônier à Versailles, le cardinal de Rohan, qu'elle a bien connu lorsqu'il fut ambassadeur à Vienne. Vienne où il se fait, à cette époque, remarquer par une débauche notoire, ce qui n'est pas forcément gênant de la part d'un ambassadeur, quoique, mais beaucoup plus répréhensible de la part d'un prince de l'Église. Et c'est donc ce même cardinal de Rohan que Marie-Antoinette va ainsi trouver en arrivant à Versailles. Fort de cette mise en garde de la reine, quant aux mœurs, quant à la réputation de Rohan, Marie-Antoinette ne lui adresse pas la parole. Seulement Rohan aimerait être proche de la reine. C'est le cercle qui compte à Versailles. On peut y soutirer un certain nombre de faveurs, et c'est surtout le cercle où l'on s'amuse le plus, beaucoup plus que dans celui de Louis XVI. Seulement rien. Alors, Madame de la Motte va ainsi penser, devant l'attente frénétique de Rohan, cette machination. Lui faire croire que la reine se décide finalement à acheter ce collier qu'elle avait jusqu'ici refusé. Seulement, elle ne peut pas l'acheter directement, elle ne peut pas demander immédiatement au roi le financement de ce collier, et il faudrait que le cardinal avance pour quelque temps l'argent qui ensuite sera remboursé par la reine lorsque ses pensions lui seront ainsi versées. Pour Rohan, c'est une occasion inespérée de rendre un service, et lequel, à la reine, et d'entrer ainsi dans ses faveurs. C'est là où le trouble peut aussi arriver dans cette affaire. Car est-ce que le cardinal n'aurait pas souhaité se venger de l'indifférence de Marie-Antoinette, de la hauteur, la façon dont elle
le méprisait, et montait en tant que complice et non pas en tant que victime ce scandale avec Madame de Lamotte. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur sa relation, et on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des indices qui sont pour le moins troublants quant au rôle du cardinal sur cette affaire. Le fait est qu'il va effectivement accepter, seulement il voudrait plus qu'un petit libelle ou qu'un petit mot signé du nom de Marie-Antoinette de France pour être rassuré. Alors, les époux Lamotte, leur amie Villette, vont organiser une rencontre avec une vraie fausse Marie-Antoinette. Nos deux messieurs sont habitués à aller s'amuser dans le quartier en vogue, celui du Palais Royal. On y fait bonne chère, on y boit beaucoup et l'on se réjouit auprès de dames peu farouches. Et c'est dans ce Palais Royal qu'ils vont rencontrer Nicole Leguet, dame qui vend ses charmes et qui est assez connue à Paris car elle ressemble énormément à la reine. On pourrait même s'y méprendre au détour de la nuit. C'est donc dans ces lieux qu'ils vont aller trouver cette petite dame plus habituée aux galeries du Palais Royal qu'aux royales galeries du Palais, et elle va ainsi monnayer ses charmes et accepter de jouer le rôle de Marie-Antoinette pendant cet été 1784. Arrive le jour du 11 août 1784. Les Lamotte arrivent avec leur fausse Marie-Antoinette à Versailles. Ils s'installent dans l'hôtel de la Belle Toile, un hôtel situé sur la place Dauphine à Versailles, l'actuelle place Hoche. Et dans cet hôtel garni, les Lamotte vont ainsi préparer notre Nicole Leguet, la transformer en Marie-Antoinette jusqu'au rendez-vous donné le soir même avec le cardinal de Rohan. Il est tard, il est 23 heures, la nuit a envahi les jardins de Versailles et nos complices se dirigent alors vers le bosquet de Vénus, non prédestiné pour des affaires de cœur, c'est l'actuel bosquet de la Reine, un bosquet avec des allées sinueuses, des petits cabinets de verdure. Il y a donc des espaces dans lesquels on peut s'isoler de la vue des promeneurs. Il est tard. Il y a de toute façon très peu de personnes dans les jardins de Versailles. C'est donc un rendez-vous nocturne qui est fixé par la reine de France à l'aumônier du château. L'événement dit ainsi paraît totalement improbable. Et pourtant, le cardinal de Rohan, trop heureux de pouvoir apporter quelques réconforts, du moins financiers pour la reine, se rend à ce rendez-vous. L'idée du rendez-vous nocturne donné à l'extérieur, dans le jardin, est une idée finalement à la mode, car ce rendez-vous nocturne, on l'avait vu jouer sur scène lors de la première du mariage de Figaro, quelques mois auparavant, à Paris, le 27 avril 1784. Nos escrocs ne sont pas allés chercher très loin la trame et l'inspiration pour ce rendez-vous rocambolesque. Le cardinal arrive. Évidemment, on a pris soin de bien envelopper la reine sous un grand domino, un grand capuchon. On ne distingue que très peu de son visage à la faveur des quelques éclairs de lune. Le cardinal s'approche d'elle. Très rapidement, juste quelques mots susurrés par Nicole Leguet et on fait du bruit, on jouer l'arrivée de promeneurs indiscrets de façon à écourter ce rendez-vous. Mais cela suffit. Le cardinal a été ferré. Il est rassuré. Il a vu que la reine lui avait demandé son assistance. Alors, le cardinal va pouvoir ainsi tomber dans la machination et être appelé à aller chercher le collier pour la reine et à avancer l'argent. C'est comme cela que le 24 janvier 1785, Rohan se rend chez les bijoutiers Baumer et Bassange. Rohan hésite, en parle à des proches, et notamment à Cagliostro, qui va le rassurer avec une divination, lui disant qu'il allait rentrer dans les grâces de la reine. Il reçoit une lettre de la reine qui approuve l'organisation de l'achat de ce collier, et elle signe de nouveau Marie-Antoinette de France. Alors,
Eh bien, le cardinal est apaisé, il se porte caution pour les bijoutiers, garantissant d'avancer l'argent pour la reine. L'escroquerie est lancée. Madame de Lamotte va alors en profiter pour pousser le cardinal à faire cet achat, et voilà que l'affaire se met en place. Le collier est dérobé, remis en tout cas au cardinal, qui aussitôt va le remettre à Madame de Lamotte. Les bijoutiers sont rassurés, ils ont eu déjà un premier versement garanti par le cardinal de Rohan. Le collier est donc sorti des mains des bijoutiers. Alors aussitôt, l'amant de Madame de Lamotte, Villette, va tenter de vendre ses diamants. Seulement, ils sont nombreux, ces diamants. Et lorsqu'il se rend chez le bijoutier Vidal, devant l'arrivée en nombre de ces diamants, il avertit la police. On l'interroge, il dit qu'il agit pour la comtesse de Lamotte, mais il sera relâché car personne n'a signalé de vol de diamants. Les bijoutiers sont certains que le collier est parti vers la reine, pas d'autres fric-frac dans les environs à Paris. Le collier est bien dans les mains de monsieur et de madame de Lamotte, seulement il devient un peu dangereux de le vendre à Paris. Alors, le mari de Madame de Lamotte part pour Londres. Il se rend outre-Manche de façon à vendre plus anonymement ses diamants. Il va démonter chacune des pierres du collier, très mal les démonter d'ailleurs, les abîmer, les casser. Il veut les vendre rapidement à Londres. C'est un peu une mauvaise idée puisque à Londres, les diamants sont nettement moins en faveur qu'à Paris. On préfère d'autres pierres, mais le diamant est vraiment une passion parisienne. Il se résout tout de même à vendre ses diamants progressivement auprès des bijoutiers anglais et il va en retirer la somme de 600 000 livres. Le montant est conséquent, mais le prix de vente du collier, lorsqu'il était intact, était de 1 600 000 livres. On voit donc qu'il perd beaucoup dans la précipitation, dans le fait d'avoir aussi malmené et cassé un certain nombre de diamants, mais la somme en vaut déjà la peine. Reste la suite du paiement des sommes aux bijoutiers fabricants de ce collier. C'est Baudard de Saint-James qui sera contacté par Rohan pour continuer les paiements, et il demande ainsi un prêt de 700 000 livres. La somme est quand même assez importante. Baudard de Saint-James se demande quand même si cette affaire est bien véridique et il va demander une audience auprès de Vermont pour vérifier que l'ordre qu'a passé le cardinal est bien venu et appuyé par la reine. Il va voir Vermont, qui est proche, lecteur de la reine. Vermont avait connu Marie-Antoinette lorsqu'il était envoyé comme précepteur à Vienne pour apprendre à Marie-Antoinette le français, les manières de la cour. C'est donc un visage que la reine connaît très bien depuis fort longtemps. Vermont, ensuite, resté à Vienne, rêvait de prendre le poste d'ambassadeur à Vienne, de par sa proximité avec la famille royale. Seulement, c'est à Rohan que le poste avait été attribué. Il a donc quelques mauvaises humeurs anciennes contre le cardinal de Rohan. Mais pour le moment, c'est le proche de Marie-Antoinette qui est donc reçu par le banquier. Et là, on découvre que cette affaire, que ces accords n'ont jamais eu lieu, que la reine n'a jamais demandé au cardinal, qu'elle n'a jamais demandé quelque caution que ce soit pour acheter ce collier qu'elle ne voulait pas. Quelque temps après, ce sont les bijoutiers qui commencent à s'inquiéter. On aurait dû verser déjà d'autres parties du montant. Les sommes mettent du temps à arriver et de sa propre initiative, le joaillier Baumer va voir le 3 août 1785 Madame Campan, une des proches du cercle de la reine. Il lui rend visite de façon discrète dans sa campagne et lui demande une intercession pour que le paiement royal ait lieu.
Évidemment, Madame Campan est stupéfaite par cette nouvelle, puisque jamais il n'avait été question de collier auprès de la reine. Alors, tout à coup, l'affaire commence à s'ébruiter dans le cercle de la reine. Rohan se débat pour continuer à avoir des avances auprès du banquier qui ne veut pas payer, qui sent que la reine avait certainement servi d'alibi. Le banquier demande vraiment la confirmation à l'abbé de Vermont. Vermont va en parler au ministre de la Maison du Roi, qui assure justice et sécurité à l'intérieur des résidences royales, et il en parle ainsi au baron de Breteuil. Le baron de Breteuil qui, tout comme Vermont, déteste également Rohan, car Breteuil avait également postulé pour devenir ambassadeur à Vienne. Et évidemment, c'est Rohan qui avait eu le poste. Breteuil, donc, a aussi toutes les intentions de se venger, certainement aussi de Rohan. En tout cas, on voit que dans le cercle de la reine, on a maintenant connaissance de ce scandale, que des papiers ont circulé, que le nom de la reine apparaît très régulièrement au roi, et lorsque le banquier Saint-James est reçu par Rohan, l'affaire est plutôt entendue. On a utilisé le nom de la reine pour monter cette escroquerie. Breteuil va commencer à réunir tous les documents, les mémoires des bijoutiers, des banquiers. Breteuil est vraiment un des proches, un des amis du cercle de la reine de France. Il l'avait ainsi apprécié. Il était apprécié aussi par la sœur de Marie-Antoinette lorsqu'il fut ambassadeur à Naples. Marie-Caroline avait donc parlé en faveur de Rohan, de Breteuil, pardon. Et Breteuil a un autre atout pour être dans le cercle de Marie-Antoinette. Il fut ambassadeur en Suède. Et pendant ces derniers mois, il œuvre beaucoup pour aider à la protection de Fersen, qui fait ses débuts en France. Il s'allie avec la reine pour lui trouver un régiment et avoir des voies de protection auprès du roi. On voit donc que Vermont, Breteuil sont dans l'entourage de la reine et vont plutôt être en sa faveur. Et c'est comme cela que progressivement, tout se resserre autour du cardinal de Rohan. Breteuil, qui avait reçu donc tous les mémoires, tous les justificatifs des bijoutiers, découvre l'ampleur de la machination et, fort de ses preuves, il appuie en faveur de la culpabilité du cardinal de Rohan. Le roi décide alors de convoquer Rohan pour éclaircir cette affaire et de l'arrêter. C'est comme cela qu'arrive le jour fatidique du 15 août 1785. C'est un moment important dans la fête rituelle de l'Assomption, fête de la Vierge, fête de la Reine. Elle porte le prénom de Marie-Antoinette. Donc la cour est là, en nombre à Versailles. C'est une grande occasion pour cette fête liturgique. Et c'est donc à ce moment même que l'on va arrêter avec éclat le cardinal de Rohan, comme nous l'avait raconté au début de notre rendez-vous Dumas dans son texte sur le collier de la reine. Rohan est donc convoqué dans le cabinet du roi avant la messe. Il est en costume ecclésiastique, prêt à partir pour la célébration de la messe, et c'est là qu'a lieu cette entrevue avec le roi. Il est reconnu pour son implication, les preuves sont là. Alors, pour éteindre les rumeurs qui commencent déjà à bruisser et à éclabousser la reine, Breteuil pousse à l'arrestation publique et à un procès. Une vengeance, une véritable vengeance liée à toutes ces inimitiés d'ambassade. Le roi aurait peut-être pensé un moment plutôt à étouffer l'affaire, mais pour proclamer l'innocence de la reine et pour montrer au grand public que la reine n'y est pour rien, on ne cherche pas à étouffer l'affaire, au contraire, on va la mener publiquement par un procès. On laisse à Rohan le temps de sous-peser les réflexions, de voir si lui préfère aussi, au nom de sa famille aussi, de voir le nom des Rohan mis dans un procès, ou s'il préfère plutôt un règlement plus discret. Rohan décidera du procès public.
Et c'est là où un instant mène à nous interroger sur la connaissance de Rohan dans cette affaire. Pendant le moment où il donne ses instructions pour sa maisonnée, il va donner à l'abbé Georgel, son secrétaire, un petit billet lui demandant de se rendre immédiatement à Paris, d'aller dans l'hôtel particulier des Rohan, de prendre les documents relatifs à cette affaire et de tout brûler. Georgel se précipite à Paris et il arrive dans l'hôtel de Rohan avant les policiers royaux et il a le temps de faire disparaître toutes les correspondances liées à cette affaire. Seulement dans cette correspondance se trouvaient des documents signés par la reine. Et ces lettres signées par la reine étaient signées Marie-Antoinette de France. Seulement une reine ne signe que de son prénom, jamais avec de France. Comment un prince comme Rohan n'aurait pas entrevu une fausse signature? A-t-il été abusé ou est-il complice? Et voyant les ennuis arriver, va faire disparaître tous les documents qui auraient manifestement discrédité la reine, mais qui auraient montré au grand public que la reine n'y était pour rien et que nous avions affaire à des faux. Impossible à prouver, tout est parti dans les cendres. Quel est donc son degré de complicité avec les escrocs? Le mystère reste tout à fait entier. Ce qui est certain, c'est que ce 15 août 1785 commence avec éclat cette affaire du collier de la reine, avec cette arrestation retentissante dans la grande galerie de Versailles. Seulement après cet événement, la reine pense que le procès va se mettre en place, que les choses sont réglées, elle est totalement innocente, ce qui est vrai, et pour elle, tout est résolu. D'ailleurs, 2 jours plus tard, Marie-Antoinette, le 17 août 1785, est à Trianon avec le comte d'Artois, avec Vaudreuil, et on joue le Barbier de Séville dans le théâtre de Trianon en présence de Beaumarchais. C'est plutôt le signe que la reine était assez rassurée et distante avec cette affaire du collier et qu'elle se sentait hors de tout cela. Le 25 août 1785, devant Vergennes, Castres et Breteuil, la reine exprime ses volontés et sa position dans cette affaire à la demande du roi. Le roi laisse encore le choix à Rohan du procès public au Parlement ou d'un traitement administratif discret. Rohan s'est adjoint de Target, le meilleur avocat de Paris, et Rohan décide du procès public, sachant très bien qu'en faisant cela, il allait éclabousser la reine. Vengeance d'un amoureux éconduit ou vengeance d'un prince méprisé par la souveraine? Là encore, la chose est en interrogation. Le roi, lui, est tout à fait persuadé de la culpabilité de Rohan, donc il est condamné d'avance. C'est pourquoi Target, l'avocat, conseille à Rohan de prendre le choix du procès, de passer par le Parlement qui est ouvertement contre le pouvoir royal depuis fort longtemps. Et là, c'est peut-être un mauvais jeu, un mauvais tour pris par le roi et par le baron de Breteuil, qui décident de passer par le Parlement pour innocenter la reine, alors que le Parlement instruisait déjà depuis quelque temps des textes, des lois essayant de restreindre les prérogatives royales. Il est ouvertement en rébellion contre l'autorité du roi. C'est donc pour le Parlement une affaire bénie pour de nouveau montrer à quel point l'absolutisme est plein de méfaits et que le roi doit restreindre ses pouvoirs pour les confier au Parlement. Avec l'ouverture du procès le 11 janvier 1786, on va voir ce procès devenir une affaire politique et ouvertement menée contre les lettres de cachet et le pouvoir du roi. Quelque temps plus tard, la sentence tombera pour Rohan. Il sera acquitté par le Parlement de Paris, reconnu comme innocent. Acclamation dans la salle et dans Paris, on se réjouit pour l'innocence retrouvée de Rohan. Seulement le roi condamnera à l'exil Rohan, qui partira ainsi à la Chaise-Dieu, une abbaye dont il avait la charge et où il ne s'était jamais rendu jusqu'ici, puis ensuite dans son domaine de Saverne. Malgré
l'innocence reconnue par le Parlement, le roi condamne Rohan. Action malhabile, car de nouveau, on accrédite le fait que le roi décide de façon tout à fait arbitraire. Au même moment, donc, après l'acquittement de Rohan, Madame de la Motte est reconnue coupable de cette machination. C'est sur elle que va porter avec son mari la charge et l'accusation. Le 21 juin 1786, elle est arrêtée, mais aussi marquée au fer rouge des voleurs. Marquée dans sa chair, elle se débat au moment où le bourreau approche le fer rougi, elle se révulse et elle sera finalement marquée 2 fois, à la fois à l'épaule et au sein, alors qu'elle se débattait pour ne pas recevoir cette marque. Quelque temps après, la reine croit enfin que cette affaire est totalement éteinte, que tout a été éclairci. Elle se rend à l'opéra. Elle sera sifflée par le public qui lui reprochait d'avoir signé aussi l'exil de Rohan et que la reine également marquait un fait d'absolutisme. Vous voyez que par toute une série de ricochets, non seulement le procès n'a pas permis d'innocenter la reine, mais s'est retourné contre la reine, qui était pourtant bien innocente dans cette affaire. Au même moment, une réforme est en route. C'est la réforme proposée par Calonne en cette fin d'année 1786. Le roi va accepter la réunion des notables pour voter cette réforme. Le Parlement est ouvertement hostile contre lui. Peut-être là encore un trait malhabile du pouvoir, et il donne ainsi finalement une caisse de résonance aux contestations du Parlement. Bref, tout cela est très très mal engagé pour la réputation de la famille royale. Un an après, on pense que tout cela va finir par retomber. Seulement le 5 juin 1787, Madame de la Motte s'évade de sa prison à la Salpêtrière et elle disparaît. Elle traverse la Manche pour se réfugier à Londres. Et on voit que cette intrigante, infatigable et pleine de ressources, car à Londres, elle va devenir l'amante de Calonne, exilée suite à l'échec et au retournement de l'Assemblée des notables contre lui, et elle veut se servir de Calonne pour publier ses mémoires. Lui veut regagner la confiance de la famille royale et de la reine. Calonne va envoyer des copies édulcorées des mémoires de Madame de la Motte, ainsi se fait passer pour un protecteur vigilant de la réputation de la reine. Lamballe et Vermont, les proches de Marie-Antoinette, sont aussitôt envoyés à Londres pour empêcher la diffusion de ce texte contre la reine. Un texte qui finira tout de même par sortir en octobre 1788, qui aura très peu d'écho en France à cette époque, mais une version plus tardive sera publiée au moment de l'ouverture des États généraux en France en 1789 et aura là un grand retentissement. Madame de la Motte continue à clamer son innocence, à se faire passer pour une martyre du pouvoir royal et de cet absolutisme. Et Madame de la Motte revient à Paris pendant la Révolution, au mois d'août 1789. Elle est pourtant encore sous acte de bannissement, mais elle arrive grâce à certaines protections et notamment un sauf-conduit qui lui est envoyé par le maire de Paris, Bailly, qui l'accueille plutôt avec bienveillance, et elle vient pensant engager un procès pour une révision de son jugement et récupérer ses biens, son argent, car à cette époque, Jeanne de la Motte est totalement perclue de dettes. Elle arrive à Paris donc un peu inconsciente ou surtout trop fière et pensant que les événements de la Révolution commençant, elle allait pouvoir profiter de cette dynamique nouvelle. Seulement, tous ces créditeurs sont là. Elle doit beaucoup d'argent car
Avec l'argent qu'elle a escroqué au cardinal de Rohan, elle s'est acheté un château à Bar-le-Duc, une belle résidence à Paris, dans le quartier du Marais, seulement elle est perclue de dettes. Et à l'arrivée des huissiers, elle se jette par la fenêtre. Nous sommes le 12 juin 1791. Elle tombe, se fracasse les jambes. Elle est donc de nouveau arrêtée, mais cette fois-ci malade. Ses jambes cassées ne se répareront jamais totalement. L'infection rentrera progressivement dans ses plaies et elle finira par s'éteindre le 23 août 1791, devenant alors un symbole de l'acharnement de la monarchie sur une pauvre jeune femme déshéritée et meurtrie par les aléas de l'histoire. C'est ainsi que, finalement, cette affaire où les protagonistes principaux, la reine, le roi, qui étaient totalement en dehors de cette affaire, se retrouvent éclaboussés, traînés dans l'affaire et dans ce scandale. Faute de n'y avoir jamais participé, ils s'y retrouvent bien malgré eux, et surtout chacune de leurs réactions va être analysée et surtout discréditée. On va, quoi que fassent le roi et la reine, prendre le parti de Madame de La Motte, le parti d'attaquer la monarchie. Et on a ainsi déjà, tout en préparation, dès ces années 1784-85, au moment où le scandale éclate, les prémices de la Révolution. Tout cela à cause de ce gros collier de 647 diamants, une assemblée de 2842 carats, un trésor que ce collier. Imaginez qu'à l'époque, pour acheter en Île-de-France un beau château avec 500 hectares tout autour, il vous faudra débourser 500 000 livres. Le collier, c'est 1 600 000 livres. Lorsque Louis XVI achète en 1785, au même moment que le scandale, le château de Saint-Cloud, il va débourser la somme exorbitante de 6 millions. Mais si vous voulez vous loger très confortablement dans un hôtel particulier, les hôtels des financiers parisiens, cela ne coûte que 250 000 livres. Beaumarchais, lui, avait fait construire un hôtel particulier dans cette même période, exactement pour le prix de ce collier, 1 663 000 livres. C'est donc le collier le plus invraisemblable que l'on ait pu voir. Comment lui donner une valeur aujourd'hui? Là, il est toujours très compliqué. On estime que ce collier pourrait coûter à l'heure actuelle entre 7 et 8 millions d'euros. Une peccadille face à un porte-avions nucléaire qui coûte 3 milliards, mais tout de même une belle somme. Et donc finalement, la teneur de cette affaire dépasse toutes les inventions possibles des plus grands romanciers ou des plus grandes affaires historiques, et c'est pourquoi elle laisse place à tous les fantasmes, à toutes les interprétations, et est devenue un véritable mythe au sein de l'histoire de l'Ancien Régime. Elle participe d'ailleurs à l'accélération du discrédit de la monarchie qui devait bientôt disparaître. Goethe, dans la campagne de France, en souligne justement toute l'importance. Laissons-lui conclure notre rendez-vous. L'événement me remplit d'épouvante, comme l'aurait fait la tête de Méduse. Ces intrigues détruisent la dignité royale. Aussi, l'histoire du collier forme-t-elle la préface immédiate de la Révolution. Elle en est le fondement. La reine, étroitement liée à cette fatale affaire, y perdit sa dignité, sa considération. Elle y perdit dans la pensée populaire cet appui moral qui faisait d'elle une figure intangible. Merci de votre écoute.